tous. Merci d'assister à ce webinaire sur l'édition 2021 du concours ILAB. Guillaume Kriezewski de BPI France et moi-même, Marc Guérin, donc la préfecture de région, de la délégation régionale à l'innovation et à la technologie, nous allons animer ce webinaire. Il y a environ 25 inscrits, là, on est une douzaine en ligne. Parmi les inscrits, il y a d'assez nombreuses entreprises et puis des membres finalement de la chaîne d'innovation du système régional d'innovation, qui peut apporter des conseils d'ailleurs aux différents porteurs de projets. Je voulais rappeler brièvement l'esprit du concours ILAB. Le concours ILAB a été créé à la fin du siècle dernier dans une période sans doute un peu d'optimisme millénariste par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour encourager l'esprit d'entreprendre et renforcer le soutien à la création d'entreprises technologies innovantes et mieux accompagner leur développement, notamment des startups deep tech. Et l'opérateur mandaté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'innovation, est BPI France. Dans la région, il y a eu différents lauréats. Depuis 22 ans, il y a eu 22 lauréats, 22 entreprises lauréates, dont 8 avant 2010, et puis depuis 2010, 14. Donc le rythme s'est un peu accéléré. Seulement 3 de ces entreprises ont cessé leur activité. Et les principaux secteurs couverts, c'est pour plus de la moitié biologie, santé et numérique. Ensuite, agroalimentaire, électronique sont également représentés. Au moins 3 entreprises se sont fortement développées et c'est Nedger à Vierzon qui a connu l'essor le plus remarquable. Les entreprises qui réussissent, ce sont souvent celles dont la trajectoire de développement, finalement, l'histoire de l'entreprise entre en adéquation, finalement, avec l'esprit du concours. Et je pense qu'il y a, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les politiques publiques réussies, c'est lorsque finalement les trajectoires de développement d'un territoire ou d'une entreprise croisent un dispositif public qui vient accélérer, accoucher, améliorer, notamment par sa demande de formalisation, le projet de l'entreprise. Alors, dans le cadre des 20 ans du concours ILAB, a été réalisé un film qui n'est pas une sorte de jingle publicitaire, mais qui est un film d'une douzaine de minutes qui rappelle comment les itinéraires des entreprises qui ont été de certaines entreprises qui ont été lauréates, leur genèse, les raisons pour lesquelles finalement des chercheurs ont fini par devenir entrepreneurs et la manière dont le concours et finalement l'environnement d'innovation, le système régional d'innovation a permis d'améliorer leur projet et finalement d'en faire un projet durable qui s'est souvent développé. Donc, on vous propose de vous projeter ce film et ensuite réagira monsieur Jérôme Richard qui a interviewé dans cette vidéo et qui reviendra peut-être sur en particulier certains points d'attention
et notamment son intervention pourrait être centrée sur la manière dont les conseils qui lui ont été dispensés entre 2019 et 2020 lui ont permis finalement de devenir lauréat du concours 2020 après avoir été présélectionné en 2019. Et il pourra peut-être insister justement sur les points qui ont permis d'être améliorés grâce aux structures de conseil qui ont pu l'accompagner. Donc, je vous propose que l'on visionne ce qui a été réalisé par l'unité de production de l'Université de Tours. Alors aujourd'hui, son activité AreaWave, c'est de développer et commercialiser un capteur de mesure de la texture de produits en cours de fabrication que l'on vient installer directement sur les lignes de production industrielle. On peut en continu, sans contact parce qu'on utilise des ultrasons, avoir un score de la texture. On a un métier, c'est l'ingénierie de procédés. Donc nous sommes des ingénieurs industriels. On met au point des procédés qui vont, par la technologie, remplacer les additifs et jouer le rôle d'ingrédient. Donc ça, c'est le métier de l'entreprise. Et donc le corollaire de ce métier, c'est que comme on est ingénierie de procédés, on produit des machines. On produit des technos et on les met au service de partenaires, soit par voie de licence, d'associations, de co-développement. Alors, on a développé une alternative très nouvelle pour, par exemple, améliorer la fertilité chez les animaux, induire l'ovulation, par exemple, mais dans des méthodes très douces où on va stimuler le propre système hormonal de l'animal plutôt que de lui injecter des hormones, par exemple. Donc, c'est une stratégie, une philosophie qu'on a, et on a des produits pour ça. Et puis très vite, donc, on a décliné ça chez l'humain. Donc, on a un créneau très intéressant dans les traitements de l'infertilité chez la femme. Virocovax est une société de biotechnologie, une société innovante, et a pour vocation de transformer les innovations issues du laboratoire de Philippe Roinjard en produits. Alors moi j'avais donc mis au point avec mon équipe un vaccin donc, contre l'hépatite C, en fait un vaccin qui est à la fois un vaccin contre l'hépatite B et l'hépatite C. Et ben, moi j'avais envie que ce vaccin aille en développement industriel pour être utilisé en clinique. Grâce à Pôle Pharma, j'ai pu rencontrer Édouard Sech et on a pu discuter de effectivement la création d'une start-up autour de ce projet-là au départ. Voire d'autres vaccins maintenant, pour pouvoir franchir ce cap justement de trouver des investisseurs et monter des essais précliniques, voire cliniques, pour amener ce vaccin vers l'utilisation en santé publique. L'IFIR est né d'une idée simple, surtout d'une expérience familiale qui consiste à être allergique au pollen. Et puis en recherchant un petit peu dans la littérature, dans la technologie, en France et dans le monde entier, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune captation de données en temps réel, aucune génération de données en temps réel pour les pollens, contrairement à la pollution. Et on s'est dit, ben, il y a un truc à faire et faisons-le, voilà, tout simplement. Moi j'ai un parcours école de commerce et puis j'ai fait toute ma carrière dans le marketing et la R&D de produits lessiviels puis agroalimentaires, donc avec déjà une vision des marchés. Et je me suis associée à un enseignant-chercheur qui venait de l'Université de Lorraine et c'est ensemble qu'on a formé le binôme qui a constitué Genialis au départ. Alors on a été créé en 2008. Post-concours InLab qu'on a donc remporté dans la catégorie génie des procédés en 2007 avec une technologie de cryogénisation sous pression qui visait à conserver les aliments sans aucun additif et par le phénomène du grand froid. Donc j'ai un parcours d'ingénieur docteur en biomédical et je suis arrivée sur Tours au laboratoire d'acoustique qui développait des technologies ultrasonores pour des applications médicales. Sur un des projets qu'on a développé
pour le tissu osseux. On a déposé un brevet et que nous est venue l'idée de créer la société ReaWave. Il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du brevet? Est-ce qu'on le revend à un industriel qui commercialisera le produit? Ou est-ce qu'on crée notre propre société pour le valoriser? Et on a fait le choix avec les personnes qui ont travaillé sur le projet avec moi depuis le début, dont Hélène Lebertre, qui est mon associée. On a décidé en 2013 de postuler au concours national de la création d'entreprises innovantes et on a créé la société dans la foulée. On a pu faire un certain nombre d'essais qui montrent bien que l'approche est intéressante sur des modèles de petits animaux. Mais après, pour franchir cette étape suivante, il faut vraiment produire le vaccin dans des conditions beaucoup plus acceptables pour pouvoir faire des essais de phase 1, bien évidemment. Il faut produire le vaccin en conditions GMP, Good Manufacturing Processing. Et ça, on ne peut pas le faire dans un labo académique. Il faut vraiment avoir un appui avec une start-up qui peut aller chercher des fonds auprès d'investisseurs pour pouvoir franchir ce cap-là. Pour moi, le rôle ensuite de l'entreprise, c'est pouvoir amener des innovations à un stade de développement qui ne serait pas possible d'atteindre dans un laboratoire académique, dans un laboratoire de recherche. C'est-à-dire sur tout ce qui est assurance qualité, affaires réglementaires, développement clinique, développement clinique. Ce sont des étapes qui sont extrêmement difficiles à réaliser au sein d'un laboratoire académique. La relation entre le scientifique et l'entrepreneur est cruciale puisqu'elle permet à l'entrepreneur de bénéficier d'innovation. C'est quand même l'objectif des universités, des scientifiques, d'amener de l'innovation. Donc l'entrepreneur peut bénéficier de cette innovation. On a fait beaucoup de recherches sur un certain nombre de sujets scientifiques, des thèses. On a regardé les technologies qui pouvaient éventuellement être adaptées. On a regardé aussi pourquoi ça n'était pas fait, quelle était la complexité du sujet. Et puis on a eu la chance de rencontrer un laboratoire de recherche, le CNRS à Orléans, le LPC2E précisément. Et on a rencontré un de ces chercheurs qui avait développé une technologie il y a une dizaine d'années. Sur laquelle on avait une vue assez intéressante et on lui a proposé d'essayer de passer des pollens dans un modèle expérimental, dans un appareil expérimental. Et en fait le sujet... Ah, excusez-moi. Chercher des fonds auprès d'investisseurs pour pouvoir... Des universités, des scientifiques, d'amener de l'innovation. Donc l'entrepreneur peut bénéficier de cette innovation. On a fait beaucoup de recherches sur un certain nombre de sujets scientifiques, des thèses. On a regardé les technologies qui pouvaient éventuellement être adaptées. On a regardé aussi pourquoi ça n'était pas fait, quelle était la complexité du sujet. Et puis on a eu la chance de rencontrer un laboratoire de recherche, le CNRS à Orléans, le LPC2E précisément. Et on a rencontré un de ces chercheurs qui avait développé une technologie il y a une dizaine d'années. Sur laquelle on avait une vue assez intéressante et on lui a proposé d'essayer de passer des pollens dans un modèle expérimental, dans un appareil expérimental. Et en fait le sujet... Ah, excusez-nous, alors visiblement on a un souci avec la fin de la vidéo. Je vous propose peut-être de réagir. Guillaume, est-ce que tu peux compléter? Parce que moi je n'ai pas vu la vidéo jusqu'au bout du coup. Alors, effectivement, bonjour à tous, Guillaume Krizelewski, délégué régional innovation pour BPI France. Vu qu'on a la chance d'avoir Jérôme Richard parmi nous, je dirais dans ce cas-là, on va lui passer la parole pour qu'il puisse expliquer et indiquer son témoignage. Très bien, donc on arrive un peu en pompier là, si j'ai bien compris. Écoutez, le témoignage, il est assez simple. Je n'ai pas fini dans la vidéo de vous expliquer, mais globalement, l'IFIR travaille sur le sujet des pollens, je pense que tout le monde l'aura compris, et sur un projet qui consiste à détecter en temps réel les pollens. C'est quelque chose qui n'existe pas, donc c'est une véritable innovation de rupture, et qui concerne 25% de la population. Voilà, je ne vais pas faire le pitch complet. Globalement, notre sujet s'articule entre l'innovation et la science et on travaille avec le laboratoire LPC2E à Orléans qui nous a aidé à développer ce capteur.
Voilà. Et donc, en fait, en 2019, on avait déjà, la boîte avait 4 mois. On a déjà concouru l'année dernière au concours ILAB. Et puis on n'a pas réussi, mais en fait, on était quand même dans les finalistes, ce qui était déjà un très bon signe, et on était très content de ce résultat avec une très belle note. Mais à l'époque, on n'avait pas forcément encore tous les assets et tous les marqueurs d'un excellent projet ILAB, si tant est qu'il soit excellent. Et donc, en fait, on est resté au pied du podium, mais on a beaucoup appris autour de cette première candidature. On a été accompagné, je me souviens, d'une discussion notamment avec la D2RT, avec M. Guérin notamment, sur notre dossier au départ, pour nous expliquer, voilà, nous donner un peu le ton et nous donner un peu la tonalité de ce type de concours. Pour nous, c'était quelque chose de nouveau, puisque moi, je ne suis pas du tout un scientifique. Et voilà. Et donc, en fait, on a été plutôt bien accompagné aussi par notre technopole à Orléans, la Orléans Technopole. Et on a refait un dossier cette année, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de vigueur et d'éléments de conviction et de preuves tangibles en fait de ce que l'on proposait, qu'on a parfaitement tenu par rapport à la version 2019. Mais on n'avait pas les preuves en 2019 qu'on avait en 2020. L'épreuve, c'était quoi? C'était déjà un capteur qui n'existait pas au moment où on a concouru la première année. On savait qu'on allait le faire, mais on ne l'avait pas encore, donc ce n'était pas encore démontré physiquement. Et puis surtout, on n'avait pas non plus tout à fait les preuves de marché, même si on avait des premiers frémissements de marché, de preuves d'intérêt de la part d'industriels et de collectivités. Et voilà, et donc on a, si je puis me permettre, remis le couvert sur 2020. On a remonté un dossier, on a amélioré les choses. On avait une bonne base, on a amélioré les choses par rapport à l'année précédente. On a démontré, prouvé, apporté des preuves de ce que l'on promettait l'année d'avant. Et puis voilà, donc c'est un concours qui est exigeant parce que c'est un dossier qui est à la fois assez long en termes de contenu, mais finalement assez court en termes d'explication. Il faut être très concis, très précis, avoir la bonne tonalité, essayer de convaincre les gens qui vont le lire, et on connaît un peu les profils des gens qui lisent ce type de dossier. Donc ça, c'est l'expérience qui a fait que la deuxième fois, on a certainement été bien meilleur que la précédente. Et puis après, il y a différentes étapes. Pour ceux qui sont entrepreneurs et qui voudraient y aller l'année prochaine et les autres années, il y a une première phase de sélection régionale qui vérifie un minimum les conditions d'éligibilité, la complétude du dossier. Ensuite, on a un entretien RH avec un coach RH qui valide ou en tout cas qui évalue la capacité de l'entrepreneur à pouvoir mener un projet d'entreprise. En ce qui me concerne, c'était pas ma première entreprise, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, on a eu la fameuse audition avec les experts techniques et financiers, donc experts financiers BPI, experts techniques dans le domaine qui nous concerne. Et puis là, on est challengé. Moi, ce que je conseille, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'en fait, on est comme l'année précédente d'ailleurs. Alors cette année, on l'a fait en visio, mais on avait une grande partie de l'équipe avec nous. Alors, on ne peut pas être 15, mais on était 5 ou 6 et chacun a pu, à part l'entrepreneur qui fait sa présentation, mais ensuite les questions, les questionnements, c'est toujours intéressant d'avoir l'équipe autour de soi, les scientifiques, les data scientists, la partie commerciale, toute cette vision un petit peu 360 du projet qui permet en fait d'apporter des vrais éléments factuels sur la teneur du projet et sur sa pertinence. Voilà, et puis ça dure environ 2 heures, et puis après commence une longue attente, sur les résultats qu'on a eu le 12 juillet, je crois, ou le 10 juillet dans ces eaux-là, et là c'est un peu la délivrance, c'est un peu le sentiment d'avoir réussi quelque chose de grand, parce que ILAB, c'est pas tout à fait n'importe quoi, c'est un très très beau concours, c'est très relevé. Et on était très fiers. Moi, j'étais très ému de cette réussite parce que c'est vraiment, il y a de l'investissement, il y a du boulot. Et au-delà du boulot, il y a aussi des perspectives, il faut le dire, très, très intéressantes. Alors, même si cette année, encore une fois, est bien particulière, on n'a pas forcément le même phénomène d'entraînement qu'on peut avoir les autres années, mais c'est tout de même quelque chose qui est très intéressant pour l'entreprise, et je ne parle pas de l'aspect financier qui est évidemment non négligeable avec une subvention conséquente, mais aussi on change un peu de braquet. Très honnêtement, en fait, la visibilité de notre projet devient différente.
Le regard qu'on porte sur notre projet devient aussi beaucoup plus intéressé, beaucoup plus… enfin, voilà, on change de niveau et on le sent tout de suite, que ça soit dans l'accompagnement, ne serait-ce que par BPI, par tout l'écosystème. Et puis, on a d'un seul coup pas mal de contacts directs. Alors, il y a tout, hein, évidemment. On a pas mal de consultants qui voient l'opportunité de faire du consulting. Ça, on en a beaucoup. Mais on a aussi l'opportunité, des opportunités de business, des regards bienveillants de la part d'investisseurs, des accompagnements aussi qui nous sont proposés dans le cadre du programme ELAB qui sont de haut niveau. Et puis, voilà, on nous accompagne sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc il y a aussi des choses qui ne sont pas négligeables et qui ne sont pas négligeables du tout même. On est en pleine levée de fonds, on est en train de boucler une levée de fonds là sur le mois de décembre. En étant lauréat ELAB, on peut accéder au French Tech Seed. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité pour une entreprise de voir BPI rentrer dans son capital, entre guillemets, en obligation convertible. Et comme on n'a pas encore, si j'ose dire, en région Centre-Val de Loire, cette capacité de structure labellisée pour pouvoir porter ce genre de projet, ben, quand on est lauréat d'ELAB, on peut prétendre directement à cette possibilité. Ça nous a permis, dans une période un peu compliquée pour lever des fonds, ça va nous permettre, en tout cas dans l'avenir, dans une période un peu compliquée pour lever des fonds, de compléter notre tour de table, de moins nous diluer également. Donc ça, ce n'est pas tout à fait négligeable pour le tour de table suivant. Voilà, ça, c'est le genre d'opportunités qui sont à considérer parce que ça fait un outil intéressant. En tout cas, nous, c'est une belle opportunité. Et puis voilà, et puis après s'enchaînent des rendez-vous, s'enchaînent des contacts, des possibilités d'aller à l'international. On a eu il y a très peu de temps un contact pour peut-être faire des choses du côté des États-Unis, de San Francisco. Enfin, voilà, ça ouvre les horizons, ça ouvre les chakras et surtout, ça nous fait grandir. Ça nous donne en fait une structuration dans le projet qui est complètement dingue, qu'on n'avait même pas envisagé à la base. Et il n'y a vraiment aucun regret sur le fait d'avoir réussi ce concours, d'avoir passé le cut et d'en être là aujourd'hui. Mais c'est que le début. Hein. Encore une fois, c'est une grosse étape quand on l'obtient. Et on mesure maintenant tout le chemin qui reste à parcourir, qui est encore immense, qui est potentiellement superbe encore. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi, c'est un passage qui est très, très important et qui est très intéressant, mais qui nous offre des perspectives et un accompagnement qui est tout à fait exceptionnel. Voilà. Merci, Monsieur Richard. Donc, je souhaitais revenir rapidement sur les objectifs du concours et puis ensuite sur les critères de sélection. Et après, Guillaume exposera brièvement les conditions de candidature, en particulier rappellera qui peut concourir. Les objectifs du concours, vous avez... Oui, je partage. En fait, les types de projets qui peuvent être présentés, le genre d'innovation du concours à encourager, on peut s'interroger effectivement sur ces aspects. Alors, ce qui est éligible, c'est tout projet de création d'entreprise de technologie innovante, l'innovation se traduisant par l'introduction sur le marché d'un produit, y compris d'un logiciel, d'un procédé ou de services nouveaux, ou sensiblement amélioré au regard des spécifications techniques, ainsi que de l'utilisation prévue ou de la facilité d'usage. Dans le cas du concours, il s'agit d'un projet de développement d'un nouveau produit ou service préalablement à sa mise en marché, et là le préalablement est important, et qui nécessite pour l'entreprise en création une activité intense de recherche-développement. Un projet de service innovant n'est éligible au concours que lorsque le service est associé et s'appuie sur une technologie innovante. Donc, les services, évidemment, on est dans une ère où industrie et services sont intimement liés et intriqués, mais là, une innovation de service pure n'est pas éligible si elle n'est pas associée à une innovation technologique. Les projets issus ou liés à la recherche publique sont, de par leur lien à la recherche, particulièrement innovants. Et bon, parmi les candidats, la majorité
de ceux qui sont choisis, notamment dans la région, sont issus de la recherche publique, mais d'autres candidatures aussi ont abouti à des succès. En ce qui concerne les critères de sélection, les critères des dossiers, ils sont au nombre de 6. Tout d'abord, évidemment, le caractère innovant de la technologie et de la preuve de concept qui doit être établie. La viabilité économique du projet, avec évidemment un plan de financement convaincant, réaliste. Le potentiel significatif de développement et de création de valeur, y compris à l'international, à l'export. Ensuite, il y a des critères qui concernent les ressources humaines, qui sont la motivation, la disponibilité et la capacité du candidat à créer et à développer une entreprise. Lorsqu'il s'agit d'un chercheur, évidemment, on va s'interroger sur sa disponibilité réelle et sa motivation réelle pour concrétiser et pour s'engager dans l'acte d'entreprendre, et puis également sur la complétude, la complémentarité des équipes qui vont permettre à un profil, par exemple, d'un créateur très centré sur la recherche, mais qui n'a pas d'expérience de création d'entreprise, auquel il manque des qualités, sinon des aptitudes, du moins des pratiques de management et des approches marché ou des approches juridiques, bien de compléter son équipe à terme, de compléter ses compétences et son équipe, donc en insistant sur la motivation, la disponibilité et l'aptitude à diriger une équipe et à nouer des partenariats, et également la complémentarité de l'équipe, avec souvent, on le voyait bien dans les incubateurs Allègre, la nécessité finalement de conseiller le créateur lorsqu'il s'agit d'un chercheur pour qu'il puisse s'atteler, qu'il puisse finalement coopérer avec des partenaires qui soient compatibles avec ces modes d'approche, mais également complémentaires par rapport aux approches marché, aux approches juridiques notamment. Ensuite, il y a la question de la maîtrise de la propriété intellectuelle et des droits des tiers. Ensuite, ça, ce sont les 6 critères principaux. Des critères de développement durable et de retombées socio-économiques, sociales et sociétales sont pris en compte, mais ne constituent pas des critères du même degré que les 6 autres qui ont été énoncés. Et donc, ce que l'on a constaté au niveau de la région, avec BPI, c'est que il y a eu des années où, à l'échelle régionale, on a présélectionné jusqu'à 3 candidatures qui étaient finalement assez bien classées, mais qui avaient une note juste et qui n'ont pas passé tout à fait la barre. Et finalement, sur 3 candidatures présélectionnées en 2018, 2019, 0 lauréat, aucun lauréat. Et ça vient sans doute du fait que dans l'écosystème, dans le système régional d'innovation, nous ne sommes pas suffisamment mobilisés pour justement permettre d'accompagner les entreprises candidates pour gagner quelques dixièmes de points dans ces différents critères, caractère innovant, viabilité économique, potentiel de développement, qualité et complémentarité de l'équipe, capacité du candidat, maîtrise de la propriété intellectuelle. Et ce que l'on vous proposera d'ailleurs dans la 2e quinzaine de décembre, ça serait non pas un nouveau webinaire, mais finalement un échange sur rendez-vous avec une revue de projet pour voir où en sont la rédaction des projets des candidats et sur quel point ils pourraient avoir bénéficié de conseils
qui pourrait leur permettre d'améliorer un peu leur dossier de façon à pouvoir passer de potentiellement sélectionnable à l'échelle régionale à des lauréats réellement potentialisés. Donc là, je voulais donner la parole à Guillaume pour qu'il puisse revenir sur les sujets sur lesquels il souhaitait traiter, mais en particulier sur les conditions de candidature et puis peut-être également sur les aspects financiers. Très bien, merci Marc. Alors, premièrement, effectivement, j'encourage tout le monde à partir du moment où vous avez la volonté, vous avez un projet de tenter cette aventure. Elle est riche, elle est enrichissante. Comme le disait très justement Jérôme Richard, c'est exigeant, hein, mais c'est à la hauteur du niveau du concours ILAB. Hein. Fait partie des plus grands concours innovation en France, hein, il est reconnu, donc d'où l'exigence. Et je m'associe pleinement à l'action portée par notre D2RT, Marc Guérin, sur le fait de vouloir vous accompagner au maximum pour faire qu'on puisse, si on peut gagner un petit dixième de point sur les notations, eh bien, c'est avec grand plaisir et je dirais la région Centre-Val de Loire s'en portera encore mieux dans l'innovation, la recherche et la création d'entreprises. Donc, d'un point de vue factuel, je vous ai mis dans le lien sur lequel vous retrouverez tous les éléments sur le site de dépôt pour le ILAB 2021. Alors, vous remarquerez, hein, quand on est très fort en région Centre-Val de Loire, on fait ça le 24 novembre, le jour de la sortie du concours ILAB. C'est quelque chose qui est quand même à souligner. Donc, par rapport à ça, sur le lien indiqué, vous retrouverez donc le cahier des charges, le dossier de candidature. Donc, moi, je vais relever quelques points qui me semblent importants, mais sachez que vous pourrez retrouver tous ces éléments-là sur le lien qui est mis dans le petit fil de discussion. Le premier point, c'est de savoir que toute entreprise qui est déjà créée aujourd'hui est éligible au concours pour peu qu'elle soit créée après le 1er décembre 2018. Ça, c'est le premier point. Après, une entreprise qui n'est pas créée a la possibilité également de postuler à partir du moment où, bien entendu, elle va s'immatriculer à la suite. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le dossier de candidature, comme je pense que vous l'avez déjà entendu sur les différentes interventions, c'est un dossier qui est relativement exigeant. Il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un dossier qui est structurant, mais qui est exigeant. C'est-à-dire qu'il nécessite quand même de s'y consacrer, de le prendre avec sérieux. Ce qui est attendu est d'un niveau quand même, c'est un niveau important. On ne va pas vous demander des choses particulières, si ce n'est qu'on veut s'assurer que ça correspond aux 6 critères dont a parlé Marc Guérin tout à l'heure. Ce qui a été évoqué également, une chose à retenir, hein, c'est que la date limite de dépôt de candidature, c'est le 2 février 2021. Donc cette date, donc on voit qu'on est quand même sur un temps qui est relativement court. Hein. 24 novembre, 2 février, on se propose de vous soutenir et de vous accompagner, que l'écosystème puisse s'accompagner pour faire que vos candidatures, on puisse les pousser au maximum de leur qualité, de ce qui est possible, pour essayer de vous challenger, de vous accompagner, de vous faire des retours d'expérience avec nos compétences respectives. Mais le 2 février, ça reste court, sachant qu'en plus, bon, on a les fêtes entre les deux, Noël, Nouvel An, même si cette année, c'est un peu particulier, on ne sait pas trop comment les choses évolueront, mais en tout cas, ça reste un timing relativement serré. Il faut en avoir conscience. Un petit point complémentaire, au niveau des critères de sélection, je dirais, bon, on pourra revenir dedans, mais vous retrouverez tout ça dans le cahier des charges. Un point qui est important pour les entreprises, je le pense, c'est le fait que vous postulez là. En juillet 2021, vous aurez à peu près, hein, donc il est indiqué, non, ça peut varier, mais normalement c'est début juillet 2021 ce qui est annoncé pour les résultats. Sachez que les lauréats 2020 aujourd'hui n'ont pas encore touché les sommes. Je dis ce point-là parce que c'est un point important. C'est-à-dire qu'effectivement, les lauréats sont lauréats, ça là-dessus il n'y aura pas de débat. Par contre, le ministère, aujourd'hui, par rapport à l'ouverture des enveloppes, on n'a pas encore eu ces ouvertures. Donc, ça ne saurait tarder. Hein. J'ai relancé parce que j'aurais aimé vous apporter une excellente nouvelle là. Malheureusement, pour l'instant, et je pense à Jérôme Richard notamment, qui est présent, je ne peux pas annoncer un versement de la somme là,
de manière imminente. Hein. J'attends avec impatience la publication pour pouvoir faire cette ouverture et cette contractualisation. Mais c'est un point qui est important parce que ce n'est pas exceptionnel à cette année. Chaque année, on est à peu près sur ce type de dispositif. Donc ce point de vigilance, il est lourd, surtout pour les trésoreries de la jeune entreprise. Donc ça, c'est un point qui est important à avoir en tête sur la construction et surtout sur le plan d'action financier. Au niveau du montant de financement, comme le témoigne l'entreprise Lifière, hein, clairement, c'est un accompagnement qui est plutôt conséquent. Et ces dernières années, ça tend à aller sur des montants conséquents. Et ça, c'est bien parce que ça puisse être incitatif, ça puisse être un élément déclencheur qui puisse être bénéfique pour la suite. Donc, le montant maximum, on peut monter jusqu'à 600 000 € sous format de subvention. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et en sachant que ce dossier va tenir, la durée du programme va tenir sur 3 ans par rapport à la base du montant accordé. La façon dont ça fonctionne au niveau du versement, on peut aller jusqu'à 70% du montant de subvention qui a été accordé au moment de la contractualisation. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour les lauréats 2020, voilà, on espère qu'on pourra, fin 2020, faire ce versement. Hein, c'est ce qui se passe en règle générale sur les autres années. J'espère que cette année, on pourra faire la même chose. Mais pour vous donner un ordre d'idée, entre juillet, on représente, on est à 6-7 mois sur lequel il faut avoir cette visibilité-là. Et le solde de la subvention sera versé sous présentation et justificatif des dépenses ou des conditions suspensives. Je m'explique. Typiquement, on est régi sur les régimes d'aide au soutien des entreprises, pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Donc, par rapport à ça, on doit s'assurer que le montant des aides publiques ne dépasse pas le montant que l'entreprise elle-même a injecté au sein de la structure. Donc, ce qu'on appelle les quasi-fonds propres. Donc, s'il y a 600 000 € d'aide, il faut que l'entreprise dispose des quasi-fonds propres du même montant. Alors ça, c'est un point qui est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que demain, vous êtes lauréat d'un montant de subvention, ça veut dire que vous nous avez convaincus sur le degré d'innovation de votre entreprise, mais également aussi sur votre plan de financement et sur votre capacité à pouvoir apporter les fonds si vous ne les aviez pas tous au démarrage. Donc, ce point-là peut être un critère indiqué en critère suspensif pour le décaissement. Donc, si le critère n'est pas levé, la subvention ne peut pas être versée. Donc ça, c'est un point également à surveiller. Mais en général, c'est des sujets sur lesquels, au moment des instructions, avec les chargés d'affaires innovation, sur lesquels on échange. On échange pour bien alerter, pour bien surveiller et pour pouvoir s'assurer de faire que les montants de décaissement correspondent aux capacités que vous avez de vos quasi-fonds propres. Donc ça, c'était le point, je dirais, de critères de vigilance. Après, je pense le plus simple, c'est de pouvoir essayer de continuer à développer un petit peu la présentation. Si tu avais d'autres éléments, Marc, et qu'on puisse peut-être basculer également aux questions-réponses pour répondre au lieu de lire les différents articles. Je serais partisan, donc, que les personnes qui souhaitent poser des questions, on consacre avec elles un temps d'échange sur l'esprit du concours, en sachant que effectivement ce que l'on souhaite faire, donc à une date que l'on va déterminer, mais un peu avant le 20 décembre, ça serait avec les différents partenaires du système régional d'innovation, une revue de projet, donc qui sera organisée également avec DevOps, en lien avec Cévalo, avec Orléans Métropole également, principalement. Donc, on a une question d'Alexandre Ferjul. Y a-t-il des thématiques comme sur le concours Innov ou est-ce toujours un concours ouvert? Alors, je vais me permettre de préciser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est relativement ouvert. C'est même clairement ouvert. Par contre, ce qui est indiqué dans le règlement, 23e édition du concours ILAB, c'est qu'il y a également des grands prix. Il y a des grands prix par thématique. On a 5 grands défis. Donc, on a la santé, on a tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui est développement, stockage de l'énergie, cybersécurité et biomédicaments.
Donc ça, c'est les 5 grands prix qui permettent d'avoir si on peut dire, des thématiques. Mais de manière générale, le concours iLab est lui tout à fait ouvert. Et donc, j'en profite, du coup, tu présentes les grands prix. Est-ce que ça apporte quelque chose en supplément d'être lauréat Grand Prix? Alors, les grands prix, en termes de montant, sont très souvent au maximum. Alors, tout dépend, hein, après des années et les orientations, mais on s'approche des montants les plus hauts. Et également, il y a une communication qui est encore également beaucoup plus forte. On va dire la communication, si on peut dire le côté marketing autour du lauréat Grand Prix. Et donc, par rapport aux levées de fonds, ça leur permet, cette promotion peut permettre de encore mieux les positionner, très probablement. Je vois qu'Arnaud a activé son micro. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Arnaud Pess et Valo. Je réagis effectivement sur les grands prix iLab, puisque avant de prendre la direction et la coordination du projet Cevalo, j'étais président de la SAD Grand Centre. Et donc, un des investissements que nous avions porté à la SAD Grand Centre a été Grand Prix iLab. Pour les nouveaux participants, pour les participants intéressés pour une candidature pour cette année, pour donner quelques grandes abacs, le concours iLab, c'est de l'ordre de 60 lauréats par an au niveau national. Alors, bon, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Bon. L'année où ce Grand Prix avait été obtenu, c'était 14 Grands Prix. Voilà. Et effectivement, ça donne une visibilité assez exceptionnelle au projet. Et ça me permet d'ajouter que le concours iLab, il faut le prendre de différentes manières. D'abord, il faut le prendre comme une expérience qui est très formatrice par rapport à la présentation du projet, la préparation d'un projet, la mise en scène presque de ce projet et le pitch qui va autour. Donc, c'est déjà un exercice en soi et c'est déjà un retour, peut-être avec un regard un peu particulier sur le projet qu'on va présenter. Bon. Donc, en soi, c'est déjà un exercice et c'est déjà une expérience. En cas de réussite iLab et plus encore de Grand Prix iLab, c'est quand même un coup d'accélérateur sur les maillons suivants de la chaîne de valeur assez extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes à des compléments de financement. Ça va faciliter les levées de fonds. Voilà. C'est une mise en lumière, effectivement, de la start-up ou du projet de start-up qui est très importante. Pour être complètement transparent avec vous, le projet sur lequel la SAD Grand Centre avait investi à mon initiative, c'était le projet Nutritéragène. Et à l'époque où ce projet a reçu le Grand Prix iLab, l'entreprise n'était pas créée. Voilà. Donc, c'est un peu l'occasion pour moi aussi de lancer un double appel au peuple en disant finalement, j'aurais tendance à vous inciter à pas vous focaliser trop sur les questions de gestion, sur les questions juridiques. Je ne suis pas en train de vous dire de faire comme si ça n'existait pas, mais vous pouvez avoir une entreprise qui n'est pas encore créée et décrocher quand même le Grand Prix iLab. Voilà. Ça, c'est le premier point. Pendant qu'on a Arnaud au bout du fil, là, qu'est-ce que Cevalo peut apporter pour améliorer des projets en cours, sur quel point des critères de sélection en particulier vous pensez être dans vos domaines d'excellence pour permettre d'améliorer les dossiers, leur permettre de passer d'éligible à lauréat? Alors, Cevalo peut apporter différentes choses. D'abord, la première chose, et je tiens à la rappeler, c'est que le premier appel à projet Cevalo avait été lancé à la faveur du 20e anniversaire du concours iLab. Voilà. Alors, c'est bien entendu une démarche confraternelle
entre agents de la fonction publique d'État, mais c'est aussi une manière d'illustrer les liens assez ontologiques entre les Tech Transfer Office, les dispositifs d'accélération de transfert de technologie et le concours iLab. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'avoir bénéficié ou de pouvoir bénéficier d'un investissement en maturation technologique porté par une SAT ou équivalent, comme Cevalo, c'est quelque chose qui va permettre d'arriver mieux préparé. Ça, c'est le premier point. Ce sont des choses qui vont permettre de consolider la preuve de concept, de faire monter le projet en TRL, en Technology Readiness Level. Ça va permettre de consolider des résultats. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un sujet absolument indispensable. D'ailleurs, notre collègue Jérôme Richard, donc de l'IFR, en est la preuve vivante, mais on échange également régulièrement, et Jérôme Richard, pardon, et ça a permis à Jérôme d'aller chercher également d'autres financements. Bon. Ensuite, on va vous apporter du conseil, on va apporter des mises en relation, on va contribuer à des questions donc, de formation, d'incubation de projets d'entreprise. Donc, bien entendu, il y a une capacité d'investissement de ces valos en recherche et développement, mais il y a aussi une dimension service, acculturation, et finalement tout l'ensemble de choses qui vont permettre de transformer un projet purement technologique en un projet qui va pleinement intégrer sa dimension commerciale. Et notre rôle est là. Voilà. De ce point de vue-là, je vais répondre également de deux manières à l'appel qui a été lancé par Marc Guérin, donc des 2RT. Bon, pour dire qu'au niveau des projets académiques, on a déjà identifié 2 projets qui, à notre sens, et avec les collègues académiques, c'est-à-dire les collègues des universités et les collègues des organismes nationaux de recherche, répondent ou sont susceptibles de répondre pleinement aux critères du concours iLab. Et je vois qu'un des porteurs de projet est présent à la visio. Bonjour Stéphane. Et puis, j'aurais envie de m'exprimer également vis-à-vis des autres collègues qui ont envie donc, de postuler à iLab et qui ne sont pas déjà forcément en partenariat ou en relation avec un laboratoire de recherche académique. Et à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à les inviter à nous contacter à Cevalo et on vous aidera, dans la mesure du possible, à vous mettre en relation avec des laboratoires de recherche académique pour voir dans quelle mesure vous pouvez, avec ces laboratoires de recherche, universités, organismes de recherche, Université d'Orléans, Université de Tours, INSA Centre Val-de-Loire, CNRS, INSERM, INRAE, BRGM, etc. On aidera à cette mise en relation et on peut aider jusqu'à mettre des tickets d'investissement relativement intéressants. Hein, voilà, on peut mettre jusqu'à 400 000 € quand même. Hein, jusqu'à présent, on a mis jusqu'à 400 000 € sur des tickets d'investissement en maturation avant le concours iLab. Voilà. Et donc, le message que j'ai envie de passer, c'est que d'abord, Cevalo, c'est une structure souple. Cevalo, ce n'est pas une entreprise. Cevalo, c'est la réunion des membres académiques en région Centre-Val de Loire. C'est la réunion des universités, des organismes de recherche, des hôpitaux, des écoles d'ingénieurs en région Centre-Val de Loire et avec le soutien très fort et très important de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Et cette réunion va vous permettre de porter vos projets et de concrétiser vos projets. Voilà. Insister sur l'offre de service de Cevalo, à la fois tout ce qui concerne la maturation technologique, mais aussi le passage finalement du technologique au commercial, et puis la capacité sans pareil dans la région à mettre en relation les entreprises avec le milieu académique et avec le laboratoire qui est en pointe sur le sujet de recherche concerné par l'entreprise. Donc, pour les autres questions… Alors, je vais me permettre de reprendre la parole. Déjà, mes excuses à Catherine Rousseau,
qui avait posé une question un peu plus haut que je n'avais pas vue. Donc, concernant l'éligibilité, je dirais clairement, la réponse est ne faut pas se bloquer, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, typiquement, quoi qu'il en soit, vous pouvez tenter de commencer à remplir ce dossier-là. Avec les échanges qu'on aura, et vous avez pu l'entendre avec l'écosystème en entier qui se propose de vous accompagner dans cette étape, hein, on pourra faire le point et vous allez, si vous acceptez les critiques constructives, vous allez pouvoir grandir. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas se brider. Et j'aurais un vrai conseil, et là, je partage ce qui a été dit par Arnaud Pes, par Jérôme Richard et également par Note des 2RT, c'est vraiment de postuler parce que vous pouvez postuler plusieurs fois à ce concours-là. Ce n'est pas parce que vous postulez une fois que vous n'êtes pas lauréat, le témoignage avec l'IFIR le prouve. Au contraire, vous pouvez repostuler une deuxième fois. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça va me permettre de rebondir sur une deuxième question, sur la notion des fonds propres, que je sentais peut-être en second point du message de Catherine Rousseau et qui est également intervenu pour Alexandre Ferjul. Ce qui est analysé dans le dossier, bien entendu, c'est le plan de financement. Ce qui nous importe, nous, c'est ce qu'on appelle le côté pragmatique, la crédibilité qu'on peut apporter à la façon dont on va étudier votre dossier. Donc, par rapport à ça, c'est certain que quand vous avez l'entreprise qui n'est pas créée, il va falloir nous prouver la capacité que vous avez à apporter des fonds. Si l'entreprise est créée avec déjà des fonds, ces éléments-là, c'est acté. Il n'y a pas de débat. Donc, je dirais la réponse, elle va être à critères variables. C'est-à-dire que même si à date du dépôt du dossier, soit l'entreprise n'est pas créée, soit l'entreprise est créée mais n'a pas le montant de fonds propres nécessaire, ce n'est pas bloquant. Par contre, il faut être en capacité d'apporter des éléments factuels suffisamment solides qui permettent de nous dire c'est solide, on va pousser le dossier. Voilà, j'espère avoir répondu de manière assez précise, parce que c'est vrai que c'est un élément qui revient assez souvent et qui est tout à fait légitime, hein. On peut être lauréat ILAB avec un montant plutôt important sans avoir les fonds propres et comme ça a été évoqué tout à l'heure, que dans un second temps, on ait des investisseurs qui rentrent justement et qui permet la création de la structure. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est envisageable. Je te laisse peut-être compléter, Marc, si tu le souhaites. Par rapport à la question sur la limite des 2 ans, alors là, c'est strict. C'est strict. Hein. Il est bien noté dans le règlement de la 23e édition. C'est un règlement qui a quand même évolué, qui a été plus ouvert. Et donc, on a fini par admettre des entreprises déjà créées, mais la limite de 2 ans, je pense qu'on n'ira pas au-delà, quoi. Donc, c'est pris comme un seuil strict. Alors, c'est un petit peu plus que 2 ans parce que on regarde, c'est le 1er décembre 2018, donc au moment de février, quand vous allez postuler, voilà. Mais la date postérieure au 1er décembre 2018, celle-là, elle est stricte. Je voulais, si vous permettez, vas-y, Jérôme. Je voulais ajouter, je voudrais rebondir sur 2-3 choses que j'ai entendues. Pour les futurs candidats, il y a vraiment des points qui sont hyper importants. On parlait de l'équipe tout à l'heure et en fait, on parlait du chercheur qui n'était pas forcément un businessman ou un gestionnaire ou un manager et réciproquement, l'entrepreneur qui n'était pas forcément un chercheur. Et voilà. Pour nous, ça a été décisif de constituer cette équipe complète, vraiment complète. Ça fait partie de la complétude du dossier d'ailleurs, hein, d'ILAB. Sur à la fois la science, hein, c'est ce que disait aussi Arnaud Pes tout à l'heure sur le fait de s'attacher en fait les services d'un laboratoire ou d'une structure académique. Bon, pour nous, c'était évident parce que la technologie venait de là, mais voilà, c'est quelque chose de très très important et c'est un marqueur à la fois de qualité et à la fois c'est ce qui rentre aussi un peu dans les critères de sélection. La partie business aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut pas oublier quand même que c'est un concours de création d'entreprise, hein, même innovante. Donc en fait, on est là pour faire du business. On n'est pas uniquement là pour présenter un beau projet, etc. Et ce critère-là, il faut l'avoir bien en tête. On peut avoir une superbe idée, mais qui n'est pas forcément de marché. Donc il faut vraiment, vraiment faire l'effort
Et c'est parfois contre nature d'aller rencontrer son marché, d'aller challenger ses idées par rapport à la réalité. On peut avoir une vision un peu biaisée de notre innovation et ne jamais rencontrer le marché. Donc, il faut faire cet effort-là et autant que faire se peut, pouvoir aller se confronter avec nos futurs clients et commencer à avoir un petit peu de preuves d'intérêt et pas de traction, mais en tout cas d'intérêt d'un marché et un problème à résoudre, évidemment, qui peut se transformer en business derrière. Donc, c'est ce que je voulais préciser, en fait, l'attelage, l'équipe, le bon attelage. Nous, vraiment, c'est ce qui a été vraiment le point fort. On nous l'a dit, hein, y compris pendant l'entretien de 2 heures qu'on a eu. Vraiment, vous avez une super équipe et ça a marqué beaucoup de points. Parce que même un projet où on a tous des faiblesses, évidemment, on a beau être au top et avoir fait un super dossier et avoir la meilleure idée du monde, il y a évidemment des faiblesses dans tous les projets. Et ces faiblesses, si on ne les résout pas tout de suite, ce qui peut être entendu, il faut au moins avoir la capacité d'avoir l'équipe qui va permettre de les résoudre. Et c'est ça, en fait, le message, c'est de se dire l'innovation, c'est ça, c'est en continu. Hein. On a une bonne idée, on a une vision de quelque chose, on a un marché potentiel, on n'est pas au bout, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Mais globalement, la constitution de cette équipe va permettre de résoudre de façon très, très pertinente et potentiellement réussir par la suite. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que au-delà de l'équipe qu'on a constituée, l'équipe rapprochée, on va dire, on a constitué un board, en fait, une espèce de comité d'experts avec des gens très pointus dans notre domaine. C'est important, ce n'est pas que du marketing, c'est surtout aussi de la légitimité par rapport au sujet qu'on adresse. Et avoir, par exemple, pour nous, des médecins dans notre board, d'avoir des gens qui connaissent bien les collectivités parce que c'est le marché qu'on adresse, des gens qui sont issus de grands groupes, qui ont un parcours de DAF dans des grandes boîtes, dans des grands groupes, etc. Bah, ça aussi, ça permet de légitimer l'idée et de rassurer aussi sur notre capacité un jour à pouvoir transformer l'essai et aller un peu plus loin. Voilà, c'est ce que je voulais préciser parce que c'est des sujets que, notamment le business, c'est des sujets qui ne sont jamais évidents pour un entrepreneur qui n'est pas entrepreneur encore et qui se dit ouais, mais j'ai une super idée, ça va marcher, c'est sûr. Bah, le c'est sûr, c'est jamais sûr. Et y compris quand on est entrepreneur depuis très longtemps comme moi, on sait très bien qu'à un moment donné, la confrontation et la vérité, elle est là. Et voilà, il faut avoir vraiment ça en vue sur la partie marché et la bonne équipe. Voilà ce que je voulais préciser. Merci beaucoup, Jérôme, et c'est super riche d'enseignements, tout ce qui est apporté, et je ne peux qu'appuyer ces éléments-là, l'équipe. Vous avez tous entendu parler d'un projet moyen avec une super équipe, on va foncer. Une super idée avec une équipe moyenne, bah, on n'ira pas. Donc ça, c'est vraiment l'illustration claire. Et le fait de rappeler qu'il y a du business derrière. Donc on attend un business model. De dire, je pense que je vais cartonner dans la vente, super, c'est bien. Par contre, concrètement, ça veut dire quoi? Je pense, c'est quoi? Quels sont les marqueurs? Est-ce qu'il y a des marques d'intérêt? Est-ce qu'on s'appuie sur une étude de marché? Est-ce qu'on a des éléments clairs? Après, ce qui est certain, ce qui est très compliqué toujours dans l'innovation, c'est que dans l'innovation, on va s'adresser potentiellement à des marchés nouveaux. Donc c'est là où on va vous attendre, où on va vous challenger pour être en capacité de dire, d'accord, il y a une idée, il y a un produit, il y a un service, vous avez des capacités. On pense que vous êtes en capacité, effectivement, vu tout ça, de le mettre en place. Par contre, concrètement, sur quoi vous vous basez, comment le plan de trésorerie va être mis en place, équilibrer tous ces éléments-là. Et puis surtout, le fondamental, hein, c'est l'entreprise est censée gagner sa vie, donc être rentable. Évidemment, on ne va pas attendre de vous que vous soyez rentable dès la toute première année, mais par contre, il faut que le plan de financement puisse être bouclé. Donc ça me permet de reboucler sur le… Je vois qu'il y a une nouvelle question de Johan. Donc j'ai mentionné les quasi-fonds propres quant à l'éligibilité de la société iLab ainsi que le plan de financement. Alors, 2 choses. L'éligibilité pour le concours iLab, il y a 2 points. Je vais répondre en plusieurs points. C'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas accompagner, si je prends 100 000 euros d'aide, on ne pourra pas donner 100 000 euros d'aide à une entreprise si elle n'a pas 100 000 euros de quasi-fonds propres. Donc, quand je dis quasi-fonds propres, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers du terme, c'est le capital social de l'entreprise, les primes d'émission, éventuellement des obligations convertibles et du compte courant d'associé. Pour simplifier, c'est tout le cash que l'entrepreneur ou l'équipe, les actionnaires de l'entreprise ont apporté
au sein de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est un package qu'on appelle quasi-fonds propres. Et effectivement, c'est un point qui est analysé, mais pas forcément à la date d'existence et au moment où vous postulez. Parce que comme on l'a évoqué, hein, vous pouvez postuler au concours et ne même pas être créé. Donc, on regarde ça sur deux aspects. Par contre, il y a la crédibilité quant à la capacité de pouvoir boucler justement ces apports-là par la suite. Donc ça, c'est un point qu'on analyse et sur lequel on va attendre des éléments. Typiquement, vous nous dites, bon ben voilà, demain, moi j'ai un actionnaire qui est prêt à mettre 50 000 sur la table à partir du moment où on est lauréat. C'est un marqueur qui est clair. En indiquant que vous irez chercher par la suite, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas tout ça, si on vient vous challenger sur ce point-là, là, c'est plus délicat. Donc, il faut le prévoir, il faut l'avoir en tête et savoir un petit peu quelle est la stratégie que vous allez mettre. Mais je dirais tout l'intérêt que vous avez, et ça, c'est une véritable chance hein, en région Centre-Val de Loire. Vous avez pu voir les témoignages qu'on a eus. L'ensemble de l'écosystème est prêt à vous accompagner sur cette partie-là. Allez vous challenger, allez vous apporter des mises en relation, de pouvoir vous indiquer quels sont les prérequis, le préalable. Et nous, on pourra vous donner justement un petit peu tous ces conseils pour faire que derrière, vous puissiez être le plus légitime possible. Mais au-delà de l'exercice du concours ILAB, c'est que vous puissiez en sortir gagnant. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Gagnant par rapport à l'expérience, parce que derrière, ça apprend à structurer. Et pour un futur chef d'entreprise, la structuration, même si vous n'êtes pas lauréat à ILAB, la structuration que ça va vous apporter, c'est riche. C'est très, très riche. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de M. Richard, qui a bien insisté sur justement les critères qui étaient à contrôler de manière prioritaire, en particulier tout ce qui concerne le marché ou plutôt les marchés, parce qu'effectivement, dans des produits ou services en émergence, on a affaire souvent à des marchés segmentés et dans certaines circonstances également à des marchés qui sont en partie institutionnels. C'était d'ailleurs le cas du produit, du service mis en place par l'entreprise de M. Richard, où finalement les pouvoirs publics, dans un marché émergent sur la qualité de l'air et la prévention des maladies liées aux respiratoires, liées au pollen, ont un rôle à jouer, notamment en termes d'acquisition de données, de diffusion des informations, etc. Et là, on était dans un double marché et avec des variables, finalement, des agents institutionnels qui construisaient, qui concouraient à construire le marché émergent, au-delà des utilisateurs finaux du service. Et par rapport à la qualité des équipes et de leur complémentarité, dans certains cas, au sein des équipes scientifiques, l'entreprise, elle naît à partir d'un brevet donné, mais elle a besoin aussi, non seulement d'un complément sur une logique gestionnaire et commerciale, mais parfois aussi d'un complément scientifique sur une approche plus pluridisciplinaire. Et ça, c'est aussi les structures de conseil et l'accompagnement, par exemple, de Cevalo, qui peuvent l'apporter. Par rapport au marché, je voulais savoir ce que DevOps pouvait justement apporter dans l'accompagnement des entreprises sur ce point. Alors à DevOps, on a l'habitude d'accompagner effectivement des entreprises à des stades de maturité très variables. Donc, on a un certain nombre de méthodes qu'on peut employer qui vont du business model Canvas qu'on a même expérimenté avec des projets de création d'entreprise dans le cadre de la méthode Spark, jusqu'à, je dirais, même des mises en relation avec des partenaires ou des clients potentiels pour justement se confronter à ce marché. Donc après, c'est vraiment en fonction des besoins, en fonction de la maturité, en fonction des problématiques qui se posent qu'on pourra intervenir en collaboration avec la task force qu'on met en place pour les entreprises et les projets de la région Centre-Val de Loire. J'avais Noura Bari qui souhaitait intervenir. Si tu es toujours là, Noura. Oui, je suis toujours là.
Bonsoir, j'ai une question sur l'équipe. Est-ce que c'est un handicap de ne pas avoir de chercheurs dans son équipe? Nous, on a un projet qui repose sur l'intelligence artificielle. On va collaborer avec des doctorants, peut-être avec l'Université d'Orléans, mais ce n'est pas encore fait. Et au moment du dépôt, on n'aura peut-être pas cette certitude-là. Est-ce que c'est un handicap? Alors, je peux répondre en indiquant que ce n'est pas formellement un élément qui exclut. Il faudra voir, c'est compliqué de répondre comme ça sans avoir une vision complète du projet, de la façon dont ça va se passer. Que tous les éléments ne soient pas carrés, ça peut se comprendre et c'est logique, hein. On n'est pas sur un concours destiné à des entreprises structurées qui existent depuis 10 ans, qui ont des labos de recherche, qui ont même un directeur R&D. Voilà, on n'est pas sur ce type de cible d'entreprise. Donc, on va être tolérant et on va comprendre. Par contre, ce qu'il va nous falloir, c'est qu'on puisse comprendre les tenants aboutissants et en fonction de chaque cas, comment vous allez le traiter, comment ça se passe et comment on peut être rassuré sur cette partie-là. Donc, la réponse, j'aurais tendance à dire non, ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est certain que, comme ça a été dit précédemment, la qualité de l'équipe est tellement importante en termes de critères que c'est quand même à prendre en compte. Mais ce n'est pas rédhibitoire. Ok, très bien. Merci. Il y avait peut-être un petit complément d'information, enfin de réponse par rapport à la réponse de Noura, c'est ça? Dans notre projet LifeIR, on a un capteur, vous l'aurez compris, mais on a aussi de l'intelligence artificielle, bien sûr, puisque les données, il faut les interpréter, il faut faire le vrai du faux entre tout ce qu'on capte et qui n'est pas forcément des pollens. Et on avait une partie IA dans notre projet qui n'était pas forcément aussi formalisée qu'elle l'est aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on avait mis le paquet sur la science, sur le développement du capteur et la connaissance des particules irrégulières présentes dans l'air. Mais la partie IA, on a, depuis qu'on a créé, en fait, et ce n'était pas le cas quand on a présenté, on a depuis fait un nouveau contrat de collaboration avec un laboratoire de maths qui travaille sur de l'IA, justement. Et donc, en fait, c'est venu après. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, globalement, l'avancée du projet va faire qu'on va se rendre compte vite qu'on n'a pas soit les compétences, soit ça ne va pas assez vite en interne, et on va s'attacher les services d'un laboratoire et on va reboucler finalement avec la recherche académique et avec le monde académique. Je pense que ça, c'est aussi probablement ce qui peut se passer dans une entreprise qui va travailler sur de l'IA, même si elle a des compétences intrinsèques, bien sûr, hein, j'imagine, tout à fait. Mais voilà, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite dans le consortium ou dans la structuration un laboratoire de recherche ou une structure académique qu'on n'y viendra pas. Pour l'avoir expérimenté, en tout cas, nous, ça a été assez décisif. Là, on est en train de faire un contrat de collab avec un super labo et ça nous fait accélérer fort. Et voilà. Donc, il faut aussi avoir ça en tête que, en fait, moi, j'ai découvert le monde de la recherche, n'étant pas chercheur moi-même, et on a des super laboratoires en France, des super compétences qui sont, à mon sens, alors pardon pour les chercheurs qui sont ici, mais un peu sous-exploités. Et en fait, il y a des super attelages à faire, des super choses à faire. Donc, le rebouclage avec le monde académique, il peut se faire dans un second temps. Il faut juste le prévoir éventuellement. Se dire, on a identifié un labo qui pourrait nous aider dans notre domaine. On a des cadres, on a déjà pris contact avec eux. C'est là que je voulais en venir. C'est que c'est comme le business, ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre, même si on n'a pas le produit, d'aller voir les futurs clients, d'aller voir les gens qui peuvent nous aider à l'accès au marché, d'aller voir les gens qui peuvent nous aider à aboutir dans notre projet en anticipant. L'anticipation, c'est super important. Et il ne faut pas avoir peur de ça. En fait, on est toujours un petit peu timoré par rapport à notre truc en disant « ouais, bah, je verrai après ». Non, en fait, il faut voir avant, il faut anticiper. C'est ça le maître mot. Pour compléter, dans notre cas, par exemple, on a bien identifié les chercheurs qui travaillent précisément sur la thématique sur laquelle on veut développer le projet, les dernières publications sur ce qu'on fait, etc. Donc, on sait vraiment qui aller voir, on a même commencé. Mais après, le monde de la recherche a aussi un temps de décision qui n'est pas forcément le même. Et le mois de février va arriver très vite. et simplement, voilà, je ne savais pas jusqu'où il fallait que les choses soient installées l'idée d'anticiper. Concrétisées. L'idée d'anticiper, c'est ça. Hein, il faut aussi intégrer dans un projet d'entreprise les potentiels
lenteur. Quand je dis lenteur, c'est pas lenteur, c'est Non, c'est un autre rythme. non, mais même sans parler de la recherche, en général, les potentiels retards, ajournements, ce qui peut être des petits irritants qui peuvent nous freiner dans notre développement ou dans nos envies de faire plus vite, bah, il faut essayer de l'anticiper. Et donc, plus on fait les choses tôt, plus on les anticipe, plus on les formalise, plus on a des choses à dire le jour où on se retrouve notamment devant le jury, en disant bah, ça y est, OK, on ne l'a pas intégré dans notre projet, mais depuis qu'on a déposé le projet, on a ça, parce que le projet, c'est une chose. Il y a aussi l'entretien avec le jury. Cet entretien-là, il est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien, en 2 mois, entre le moment où on dépose et le moment, en 3-4 mois même, entre le moment où il peut se passer plein de choses. Soutien, il se passe, c'est pas il peut, c'est il se passe énormément de choses. Et ces choses qui se passent là, il faut les mettre en avant. Ça veut dire qu'on a avancé, ça veut dire que ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait pensé, on l'a mis en œuvre. On est dans une dynamique entrepreneuriale. C'est ça le message. Voilà. Okay. Merci. Je vous en prie. Alors, Monsieur Papineau avait une question en lien justement avec les laboratoires entre eux. Si l'entreprise est dans une région et un labo dans une autre région, est-ce que ça pose un souci? Alors, non, ça ne pose pas de souci. Pas du tout. Il n'y a pas de problématique territoriale à ce sujet. Juste de pouvoir expliquer le pourquoi. Est-ce que ça ne va pas poser des problématiques organisationnelles, de déplacement et autres, mais voilà, pour moi, il n'y a pas du tout d'éléments qui viendraient contraindre ce point-là. Je rappellerai que c'est le cas de plus de la moitié des thèses financées par des contrats industriels de formation par la recherche dans la région. Les entreprises de la région vont chercher pour plus de la moitié à l'extérieur les laboratoires de recherche, et inversement, nos laboratoires de recherche régionaux s'adressent pour une très grande part à des entreprises extérieures à la région. Et ça prouve finalement que la relation entreprise-laboratoire est en partie extra-régionale. Mais bon, d'un autre côté, parfois, la proximité immédiate, en début d'innovation, ça peut avoir certaines vertus pour la mise au point des procédés et des produits. Y a-t-il d'autres questions? C'est le moment. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Anne Integer de la société Dreamer. J'ai une question concernant le fonds propre. Tout à l'heure, donc, si j'ai bien compris, si par exemple on demande 100 000 €, il faudrait au moins minimum 100 000 € également en fonds propres. Est-ce que les fonds qu'on a dépensés avant la création d'entreprise, vous en tenez compte? Alors, effectivement, il faut bien différencier la vision trésorerie de la notion quasi-fonds propres de la structure. C'est deux choses bien distinctes. Donc, tout à fait, c'est quelque chose de… En investissement, voilà. C'est ce qu'on appelle l'apport qui est apporté au sein de la structure pour faire vivre l'entreprise. Donc, c'est des notions comptables, hein, mais c'est deux choses bien distinctes entre la trésorerie disponible sur le compte pour la structure et la situation des quasi-fonds propres de l'entreprise. Donc oui, c'est important. Mais ça, c'est un point à creuser, et notamment à creuser en termes de connaissances pour comprendre bien ce que correspondent ces définitions-là, pour que vous puissiez demain, en tant que futur chef d'entreprise ou actuel chef d'entreprise, pouvoir, face à un jury, être en capacité de bien comprendre toutes ces notions et les incidences que ça a, parce que ça fait partie d'un marqueur en gestion financière qui est important. Oui, mais on m'a dit que l'argent dépensé lors de, par exemple, la recherche, pour le dépôt de brevets, pour d'autres dépenses pour la société, si la société n'a pas été encore créée au niveau comptable, on n'en tient pas compte et on ne peut pas intégrer, par exemple, pour le remboursement de TVA, on ne peut pas. Donc là, oui, vous faites référence à plusieurs éléments, c'est-à-dire que c'est les dépenses qui ont été réalisées avant la création de la structure,
Donc, par rapport à ça, là, il faut se rapprocher d'un expert comptable dont c'est le métier. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, un expert comptable retient de manière à peu près globale les 6 mois en arrière maximum. Mais après, ça dépend, hein. Je ne veux pas me prendre la place d'un expert comptable dont c'est le métier pour répondre à ces questions-là. Mais globalement, on peut retenir, si à la constitution de la société, il était bien indiqué l'ensemble des dépenses que l'actionnaire, le futur dirigeant de l'entreprise a eu à titre personnel pour se les faire rembourser et éventuellement, bien entendu, récupérer la TVA et que ça puisse passer dans la structure, en comptabilité. Mais là, je vous invite à vous rapprocher de l'expert comptable dont il aura les réponses à tous ces sujets-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, ça a été coupé le micro. En fait, donc ça veut dire que si c'est pas tenu par si c'est pas accepté en comptabilité, est-ce qu'on peut quand même le faire valoir sur la demande dans notre dossier ILAB? Alors non, c'est deux choses distinctes, c'est-à-dire que ce qui fait foi, c'est les éléments comptables. Donc si vous faites de l'apport en nature ou autre, il faut que ce soit certifié par un expert comptable ou un commissaire aux apports. D'accord. Donc les éléments apportés doivent être, il faut une existence juridique comptable. Il est possible de valoriser les apports en anté-création, avant la création, de les valoriser dans la création de l'entreprise. On peut avoir fait des dépenses qui sont réaffectées, qui sont des apports en industrie, en nature, je ne sais quoi, qui peuvent être intégrés. Mais effectivement, c'est une validation comptable qu'il faut avoir de façon à réintégrer ces apports dans la création de l'entreprise pour que ça puisse rentrer dans l'assiette d'éligibilité du concours. Mais il n'y a pas que le concours d'ailleurs, dans beaucoup de financements, c'est le cas. Merci. On a perdu notre gentille organisatrice. Il y a encore des interventions, des questions On a une panne de caméra, mais on est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Oui. Il va se désactiver. Fatiguée, sans doute. Elle dit c'est bientôt l'heure, donc il faut s'arrêter. On chauffe en ce moment, peut-être. Donc, si on a répondu à votre question, à vos différentes questions, on va mettre un terme à notre... Juste une dernière question. En rappelant la date du c'est le 2 février. Dernière question, madame? Oui, dernière question. Est-ce qu'en tant que parisienne, on peut concourir dans votre région? Alors, il y a pas, c'est un concours qui est national. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez concourir sur qu'importe l'implantation de votre structure qui doit être en France. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la réunion qu'on a organisée avec l'écosystème de la région Centre-Val de Loire, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises qui sont présentes sur notre territoire ou qui ont en projet de se mettre sur notre territoire. C'est l'idée de favoriser l'écosystème. Par contre, pour concourir au concours ILAB, c'est un concours national. Donc, bien entendu, même si vous êtes à Paris, si vous souhaitez faire ça à partir de Paris, il n'y a aucun souci. Merci. Donc justement, Guillaume, comment est-ce qu'on fait si on a un projet et qu'on souhaite bénéficier du support régional, de l'écosystème régional, à qui on s'adresse, ou Marc, si vous voulez compléter? Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était donc, on va faire une proposition à partir de DevUp, ce serait faire une revue de projet auquel participeraient les différents composantes du système d'innovation régionale, dont la structure Cevalo, qui a insisté sur tous les services qu'elle peut délivrer, mais également DevUp. On pourra également y associer d'autres dispositifs publics ou parapublics, en particulier Orléans Métropole et donc OVLT, qui peuvent justement permettre de délivrer un certain nombre de conseils pour améliorer
des dossiers sur certains critères. Donc, à partir du moment où on pourrait se donner 4 semaines de début de rédaction des dossiers, et on vous fera une proposition un peu avant le 20 décembre d'un dispositif qui pourrait consister en une revue de projet. Mais à ce moment-là, ce qu'on ferait, ce serait, avec BPI, une série de rendez-vous d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, avec chaque candidat. Et beaucoup d'intervenants de cet après-midi, à partir de leur expérience propre, ont insisté sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur d'une candidature prématurée, faire l'effort de déposer le dossier qui peut paraître lourd, mais qui par ailleurs, au-delà des contraintes administratives, finalement représente une démarche intellectuelle qui permet de se poser un certain nombre de questions et de bonnes questions, par exemple sur quelles sont les compétences qu'il manque, j'ai une spécialité scientifique, mais est-ce que je n'aurais pas besoin d'un complément d'autres scientifiques pour m'adapter au marché grâce à une offre plus pluridisciplinaire? Eh bien, tout cela vient parfois après le dépôt d'un premier dossier. Donc, quand on sent qu'un dossier n'est pas tout à fait mature, faire l'effort d'un premier dépôt permet de prendre rang. Et parfois, en plus de signaler, même si ce n'est pas pris en compte par la suite, mais lorsque, lors d'un premier dépôt, on est présélectionné, ça doit être perçu aussi comme un encouragement. Donc, voilà, par rapport à l'écosystème, au système plutôt régional d'innovation, parce que j'évite des comparaisons trop biologiques. Et ce que l'on va faire, ce qu'on va vous proposer, ça serait une revue de projet un peu avant le 20 décembre, avec une équipe qui sera représentative de l'offre de services publics d'accompagnement de création d'entreprises innovantes. Je compléterai les propos de Marc Guérin par le fait de déposer, commencer à construire votre dossier sur la plateforme BPI. C'est très important parce que ça va vous permettre de bien mesurer tout tous les éléments dont on a besoin, tout ce qu'on va vous demander et de permettre de faire que le soutien qu'on vous propose d'ici 1 mois puisse être le plus bénéfique possible. Donc, l'idée, c'est de commencer à vraiment remplir ce dossier de candidature, que vous en ayez bien pris connaissance, pour qu'on puisse vous apporter le plus de valeur ajoutée. Voilà, c'était l'élément que je voulais indiquer en lien avec le lien que j'ai déposé tout en haut du fil de discussion. Bon, nous avons échangé. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à ces échanges, en se donnant un deuxième rendez-vous, donc mi-décembre. Et je voulais remercier très vivement l'agence de développement DEVOP pour avoir organisé cette